Monsieur. Alors j'accepte votre hospitalité. J'éprouve du plaisir, Jacques, à coucher sous votre toit, c'est ben de l'honneur pour moi, monsieur, mais c'est drôle, vous me faites aussi l'effet d'une ancienne connaissance, dans quelques jours j'espère que vous viendrez me voir dans ma nouvelle propriété, et là, nous renouerons toi sans grave fait connaissance. Mais il est tard, je ne veux pas vous empêcher de prendre du repos, moi-même je suis un peu lasse. Ma chère petite, veuillez m'enseigner ma chambre. Je vais vous conduire, monsieur. À demain, Jacques. Dame, monsieur, il est possible que je sois déjà en course quand vous vous éveillerez. N'importe, nous nous reverrons toujours. Le comte serre cordialement la main de Jacques, qui est tout ému de l'intérêt que lui témoigne l'étranger. Madeleine partage l'émotion de Jacques, sans pouvoir s'en expliquer la cause. Elle conduit Monsieur de Tergennes dans une chambre au premier, lui laisse une lumière, le salue avec respect et se retire, puis elle descend près de Jacques et lui dit, « Il a l'air bien aimable, ce monsieur. C'est singulier comme il paraissait avoir du plaisir à vous entendre parler de ma bienfaitrice. Je l'aimerais, rien qu'à cause de cela. Allons, mon enfant, ce monsieur nous a fait veiller plus tard que de coutume. Couchez-vous, je vais aller en faire autant. » Le plus profond silence règne dans la maison du garde, où chacun est livré au repos, lorsque Madeleine est éveillée par un bruit subit. Elle se retourne dans son lit, ne sachant pas elle-même ce qui l'a éveillée, bientôt elle se rendort. Au bout de quelques minutes, un bruit nouveau la réveille, il lui semble entendre marcher légèrement dans sa chambre, elle n'ose remuer, mais elle entr'ouvre les yeux, la fenêtre est ouverte, un homme est appuyé tout contre. Madeleine va pousser un cri d'effroi, lorsque, cet homme se retournant, la lune lui permet de voir son visage, elle reconnaît le jeune marquis de Bréville. Madeleine ne sait que penser, que faire, bientôt des pas se font entendre, quelqu'un vient doucement par le fond et dit à Armand, « C'est fini, cela a été tout seul, les clés sur les portes, j'en étais sûr. Partons. » On saute légèrement par la croisée, on repousse la fenêtre, les volets, et le bruit a cessé depuis longtemps, que Madeleine écoute et frémit encore. C'était Armand, se dit-elle, c'était bien lui, qu'était-il donc venu faire ici, dans la nuit, avec quelqu'un? Mon Dieu! Qu'est-ce que cela veut dire? Madeleine se lève, s'approche de la fenêtre qui est entrebâillée, elle se rappelle qu'avant de se coucher elle n'avait fait que pousser les volets sans les fermer, précaution qu'elle négligeait souvent, n'ayant jamais eu la moindre crainte des voleurs, et en poussant avec force, on a ouvert la fenêtre, mal fermée par une mauvaise espagnolette. Madeleine referme sa fenêtre, ses volets, elle s'assit dans sa chambre, elle tremble encore, elle écoute toujours, un moment elle pense à aller avertir Jacques, mais elle s'arrête en se disant, c'était Armand. Je l'ai bien reconnu, mais que venait-il faire? Mon Dieu, j'aurais dû le lui demander. La jeune fille passe le reste de la nuit dans la plus cruelle agitation, elle s'est jetée sur son lit, mais elle n'a plus trouvé le repos, 1000 pensées s'offrent à son esprit, elle n'ose s'arrêter à aucune, elle sent son cœur oppressé comme par un affreux pressentiment. Le jour renaît, Jacques se lève, descend, prend son fusil, et sort en disant à Madeleine, « Notre hôte dort toujours, faut pas l'éveiller, mon enfant, je vas faire ma ronde dans le bois. » Le garde est éloigné. Madeleine a toujours l'esprit frappé de ce qu'elle a vu et entendu dans la nuit, elle attend en travaillant le réveil de l'étranger. Le comte ne tarda pas à descendre. « Bonjour, mon enfant, dit Monsieur de Tergennes en apercevant Madeleine. Jacques est déjà sorti, je gage, oui, monsieur. Ma foi, j'ai dormi comme un ange dans sa maison. Ah! Vous n'avez pas été réveillé, monsieur, il y a longtemps que je n'avais si bien reposé. Mais vous, ma petite, seriez-vous souffrante ce matin? Vos traits sont altérés. Ah, ce n'est rien, monsieur. C'est que j'avais eu peur,
que vous ne soyez pas bien là au point j'ai été fort bien, je vous le répète. Adieu, petite Madeleine, il faut que je parte, car on serait capable d'aller au-devant de moi. Dites bien à Jacques que je le remercie de son hospitalité, et que j'espère le revoir bientôt. Point. Le comte quitte la maison du garde, Madeleine le suit des yeux, mais elle sent son cœur soulagé depuis qu'elle a reçu de l'étranger l'assurance que rien n'a troublé son sommeil. Chapitre 6 et dernier. Toujours Madeleine. Les habitants de Bréville viennent de se réunir pour le déjeuner. Les dames sont déjà habillées pour la promenade projetée. Armand descend au salon, sa figure est effrayante de pâleur, ses yeux expriment un sentiment de terreur continuelle. « Te voilà, mon frère, dit Ernestine, on ne t'a pas vu depuis hier dîner. Non, je suis sortie, j'ai été indisposée, je me suis couchée de bonne heure, tu as l'air malade en effet. Oui, je suis mal à mon aise. La promenade vous fera du bien, monsieur de Bréville, dit Emma, il faut venir avec nous au-devant de mon oncle. Avant qu'Armand ne réponde, Dufour s'écrie, voilà la promenade toute faite, j'aperçois monsieur de Tergène qui entre dans la cour. Vraiment. Ah! Mon oncle est cruel, ne pas laisser le temps d'aller au-devant de lui. Le comte entre bientôt dans le salon. Nous comptions aller à votre rencontre, dit monsieur de Noailles-Raymond. Et moi, j'ai voulu vous éviter cette peine, d'ailleurs, vous ne m'auriez probablement pas été chercher où j'étais, j'ai passé la nuit dans votre voisinage, où donc cela, chez le garde Jacques. Comme mon oncle est aimable. Au lieu de revenir tout de suite nous voir, il couche chez des paysans. Ma chère Emma, j'étais bien aise de causer avec ce Jacques. Tu ne peux pas comprendre mes raisons. Enfin, il m'a donné l'hospitalité pour la nuit. Vous avez dû trouver chez lui une jeune fille, dit Ernestine. Oui, madame, une jeune personne qu'on nomme Madeleine et qui a l'air assez intéressant, mais je ne sais ce qui lui était arrivé ce matin, elle était singulièrement troublée, il y avait dans ses traits quelque chose d'extraordinaire. Enfin, me voici. Grâce au ciel, j'ai terminé mes affaires. Voyons, monsieur de Noailles-Raymond, nous allons d'abord solder notre compte, j'ai là vos 80 000 francs, vous me les donnerez chez le notaire en prenant l'acte de vente. Qu'importe, chez le notaire ou ici. J'aime autant me débarrasser tout de suite de cette somme. Le comte fouille à sa poche et en tire un portefeuille. Armand s'est assis dans l'embrasure d'une croisée, il feint de regarder la campagne. Monsieur de Tergène ouvre son portefeuille en disant, « Savez-vous que si on m'eût volé dans le bois, on n'aurait pas fait une mauvaise journée. Et si, eh bien. Qu'avez-vous donc, monsieur le comte? Vous pâlissez, dit monsieur de Noailles-Raymond. Mais, voilà qui est bien singulier, je ne trouve plus mes billets de banque, oh mon Dieu, j'ai beau regarder. Voici bien les 3 lettres que j'avais aussi dans ce portefeuille, mais les 80 000 francs n'y sont plus. Grand Dieu. On vous aurait volé? Voyez donc dans votre poche. Le comte fouille dans sa poche, chacun l'entoure, on attend avec anxiété le résultat de ses recherches. Armand seul est resté dans l'embrasure de la fenêtre. Mais le comte se fouille en vain, il ne retrouve pas ses billets. La consternation se peint sur tous les visages, lorsque le comte s'écrie, « Attendez, je me rappelle, hier au soir, chez Jacques, lorsque je fus seul dans ma chambre, j'examinai divers papiers qui étaient dans ma poche, alors j'avais encore mes 80 000 francs, j'en suis bien certain, j'ai compté les billets, pour m'assurer si en route je n'en avais pas perdu. Probablement qu'au lieu de les remettre dans mon portefeuille, je les ai laissés sur la table. Il faut bien que ce soit arrivé ainsi, car ce matin j'ai remis mon portefeuille dans ma poche, et ne me suis ni arrêté ni reposé pour venir jusqu'ici. Ah! Je respire, dit Ernestine, alors, monsieur le comte, vous n'avez rien à craindre, vous retrouverez votre argent.
En effet, dit monsieur de Noailles-Raymond, puisque monsieur de Tergène a compté hier ses billets chez Jacques, ce n'est que là qu'il peut les avoir laissés, ou ce ne serait que là qu'il aurait été volé. Volé? Ah! Monsieur, quelle pensée, et par qui donc? Non, sans doute, reprend le comte, cela ne peut être arrivé que par mon étourderie. Car prendre mes billets sans prendre le portefeuille, vous conviendrez qu'il faudrait que le voleur fût bien fin ou bien maladroit. Allons vite chez Jacques, dit monsieur de Noailles-Raymond, je vais vous accompagner, et moi aussi, dit Dufour, car ça m'a donné un coup de marteau cet accident-là. Je suis vraiment désolé, messieurs, de l'inquiétude que je vous cause. Mais Ah! Mon Dieu! Monsieur Armand se trouve mal, dit Emma. Le jeune de Bréville était étendu sur sa chaise, et sa tête penchée en arrière semblait privée de vie. Les dames et Victor l'entourent. Il était déjà malade ce matin, dit Ernestine, quand vous avez annoncé la perte de vos billets, cela lui aura fait impression. Parbleu! Ça m'a bien étouffé, moi, dit Dufour. Allez, messieurs, allez chez Jacques. Nous aurons soin de mon frère, monsieur Victor nous aidera à le conduire à sa chambre. Oui, oui, courons chez le garde, dit monsieur de Noailles-Raymond. Le comte se remet en route avec Dufour et monsieur de Noailles-Raymond. Il marche très vite et arrive bientôt à la demeure du garde. Madeleine est assise devant la porte, la tête appuyée dans ses mains, et tellement absorbée dans ses pensées qu'elle n'entend pas venir du monde. Voici la jeune fille qui loge chez Jacques, dit le comte. Oui, dit monsieur de Noailles-Raymond, c'est Madeleine. Oh! Je la connais, nous la connaissons, dit Dufour, mais elle semble bien rêveuse, elle ne nous voit pas. Le comte frappe légèrement sur le bras de la petite en lui disant, c'est encore moi, mon enfant. Madeleine lève la tête, en apercevant monsieur de Noailles-Raymond et Dufour avec son hôte de la veille, elle n'est point maîtresse d'un mouvement d'effroi. Ma chère amie, dit le comte, j'ai laissé ce matin quelque chose chez vous, n'avez-vous rien trouvé? Non, monsieur. Rien. Répond la jeune fille d'une voix altérée. Vous n'êtes peut-être pas monté encore dans la pièce où j'ai couché, pardonnez-moi, monsieur, j'ai tout rangé ce matin dans la maison, comme c'est mon habitude. C'est bien singulier. Jacques est-il ici? Non, monsieur, il est sorti avant votre réveil et n'est pas encore revenu. Permettez-moi alors d'aller moi-même visiter la chambre où j'ai passé la nuit. Oui, oui, ma Turns, dit monsieur de Noailles-Raymond. Ces messieurs montent, Madeleine les suit. Le comte examine en vain partout, les billets ne se trouvent pas. Qu'avez-vous donc perdu, monsieur, dit Madeleine. 80 000 francs en billets de banque que j'avais dans mon portefeuille. Au ciel, oui, répond monsieur de Noailles-Raymond en fixant attentivement la jeune fille, et monsieur le comte les avait encore hier au soir ici. Il les a comptés avant de se coucher. Mon Dieu! Est-ce que... Madeleine n'achève pas, elle est tremblante, elle ne peut plus se soutenir. Est-il venu du monde, quelqu'un ici ce matin, demande le comte. Non, monsieur, personne. Aviez-vous, hier au soir, fermé la porte de votre chambre, demande monsieur de Noailles-Raymond au comte. Je n'y ai pas seulement pensé. Je ne suis pas méfiant. D'ailleurs, que pouvais-je craindre? Oh! Je connais Jacques, c'est un honnête homme. Jacques, c'est possible, mais enfin, il ne demeure pas seul ici. Ah! Monsieur de Noailles-Raymond, que dites-vous? Calmez-vous, ma petite, je ne vous accuse pas. Voyez comme elle est tremblante. Oui, oh! Je vois fort bien que, depuis notre arrivée, elle semble éprouver une secrète terreur. Monsieur Dufour, est-ce que vous ne l'avez pas observé comme moi? Si fait, dit Dufour, j'avoue que cela m'a frappé.
Je me suis dit, voilà une jeune fille qui a quelque chose de singulier. Et vous-même, monsieur le comte, vous l'aviez aussi remarqué ce matin en la quittant, vous nous l'avez dit à Bréville, messieurs, c'est possible, mais tout cela ne prouve rien. Pauvre petite, rassurez-vous. Elle n'a plus la force de parler. Monsieur le comte, reprend monsieur de Noailles-Raymond, aviez-vous parlé hier ici de la somme que vous aviez sur vous? Oui, je crois me rappeler. En m'informant si le bois était sûr, j'ai dit, mais, encore une fois, où voulez-vous en venir, à vous faire retrouver ou rendre votre argent? Ce qu'il y a de positif, c'est que vous l'aviez encore hier au soir ici, et les billets n'étaient plus ce matin dans votre portefeuille, donc c'est ici que vous les avez laissés ou qu'on vous les a volés. C'est aussi clair que 2 et 2 font 4, s'écrie Dufour. Mademoiselle doit avoir trouvé les billets, ou vu entrer depuis votre départ celui qui les a pris. Mais elle a avoué que personne n'était venu, qui donc, si ce n'est elle, se serait emparé de cette somme. Allons, Madeleine, rendez à monsieur le comte ce que vous avez trouvé ce matin dans sa chambre, et il vous pardonnera, quoiqu'à sa place. Je n'ai rien trouvé, rien, je le jure, répond Madeleine en tombant à genoux. Ah! Monsieur, vous pouvez me fouiller, oh! Parbleu, mademoiselle, je pense bien que vous n'avez pas gardé cette somme sur vous, vous l'aurez cachée, bien cachée sans doute, mais on saura vous faire parler, vous allez à l'instant même nous suivre à Bréville. Monsieur de Noailles-Raymond, reprend le comte, je ne sais si je dois consentir, rien ne prouve que cette jeune fille soit coupable, tout me le prouve, à moi. Si elle est innocente, elle se justifiera. On retrouvera vos billets. Sortons et fermons les portes de cette maison, afin que personne ne puisse y entrer. Nous en donnerons la clé à mademoiselle, qui la remettra elle-même aux gardes. Monsieur Dufour, vous aurez la complaisance de rester près de cette maison pour attendre le retour de Jacques, vous lui direz ce que je me suis permis de faire et le prierez de venir sur-le-champ à Bréville. Venez, mademoiselle, ah! Monsieur, ne craignez pas que je fasse aucune résistance, je vous suivrai, je ne chercherai point à me sauver. Malgré la répugnance du comte, on fait ce que veut monsieur de Noailles-Raymond. On sort de la maison, dont on ferme avec soin la porte, on donne les clés à Madeleine, Dufour reste pour prévenir Jacques. La jeune fille marche en tremblant entre monsieur de Noailles-Raymond et monsieur de Tergène, mais celui-ci a pitié de sa souffrance, et il la force à prendre son bras en lui disant, « Soutenez-vous sur moi, et ne tremblez pas ainsi. Si vous êtes innocente, vous ne devez rien craindre, et si vous êtes coupable j'empêcherai que vous soyez puni. » On arrive à Bréville. Madeleine ne pleure plus, elle semble avoir retrouvé son courage, on la fait entrer dans le salon du rez-de-chaussée, où Armand, qui a repris ses sens, est encore, ainsi que les dames et Victor. En apercevant la jeune fille, Ernestine s'avance pour l'embrasser, monsieur de Noailles-Raymond arrête sa femme, en lui disant, « De grâce, madame, suspendez vos témoignages d'amitié, vous saurez bientôt si mademoiselle les mérite. » Monsieur le comte n'a pas retrouvé la somme qu'il a laissée chez Jacques. Madeleine seule peut avoir trouvé cet argent, le fait est incontestable, mais elle ne veut pas l'avouer. Ah! Monsieur, que dites-vous? Madeleine coupable d'une bassesse? Non, je connais la grandeur de son âme, elle est innocente, et je serai toujours son amie. En disant ces mots, Ernestine s'élance vers la jeune fille, elle la presse dans ses bras, l'embrasse tendrement. Victor s'est aussi approché de Madeleine, il prend une de ses mains qu'il serre dans les siennes, en disant « Et moi aussi, je suis sûr qu'elle n'est pas coupable, et je serai son défenseur. » Madeleine ne répond rien aux témoignages d'amitié de ses amis, elle n'est occupée que d'Armand qu'elle a aperçu dans le fond du salon, et dont le morne abattement contraste avec l'agitation de toutes les autres personnes.
Madame, dit le comte en s'adressant à Ernestine, je n'accuse point cette jeune fille, j'ai cédé au désir de monsieur votre époux en l'amenant ici. Mais j'espère que tout s'éclaircira. Moi, monsieur le comte, reprend monsieur de Noailles-Raymond, je ne me laisse ni convaincre, ni aveugler par l'enthousiasme de l'amitié, les faits parlent, si mademoiselle n'a pas pris vos billets, elle a dû voir entrer le voleur. Avez-vous vu quelqu'un? Dites-le, alors on cherchera, on s'informera. Non, oh. Non, monsieur, je n'ai vu personne. Répond Madeleine en détournant ses yeux qui étaient fixés sur Armand. Il me semble, monsieur, dit Victor, que vous devez, avant tout, attendre l'arrivée de Jacques, peut-être a-t-il vu les billets, les a-t-il serrés pour les rendre à monsieur le comte. Il n'est pas probable qu'il eût fait cela sans en dire un mot à mademoiselle pour qu'elle tranquillise son hôte, mais c'est ce que nous allons savoir, car voilà ce Jacques qui arrive avec monsieur Dufour. Jacques et Dufour entraient en effet dans la cour, la sueur ruisselait de leurs visages. Le peintre accourt le premier dans le salon, et il entre en s'écriant, voilà le garde. En apprenant ce qui s'est passé, il a été furieux. Mais quand je lui ai nommé monsieur le comte, il est devenu rouge, jaune, vert, de toutes les couleurs. Il a enfoncé la porte, est entré chez lui prendre je ne sais quoi. Puis m'a suivi en disant des choses que je n'ai pas comprises. Le voilà point. Jacques vient d'entrer dans le salon, et, sans faire attention aux personnes qui sont là, il court à Madeleine et la serre dans ses bras, en s'écriant, pauvre petite. On vous soupçonne, on vous accuse. Vous? Mais calmez-vous, mon enfant, me voilà. Je me suis trompé, si vous rapportez les billets, dit monsieur de Noailles-Raymond, c'est donc vous qui les avez serrés par précaution. Alors il fallait avertir. Allez au diable, avec vos billets. C'est bien de cela qu'il s'agit maintenant. Ah! Oui, c'est monsieur le comte Frédéric de Tergennes, je le reconnais à présent. Monsieur le comte, il y a bien longtemps que je désire vous rencontrer, mais j'avais perdu cet espoir. J'ai à vous parler, à vous seul. Messieurs et dames, vous entendez ce que je désire. Allez aussi, ma pauvre Madeleine. Mais ne tremblez pas. Je vais m'occuper de vous. Le ton singulier du paysan, la manière dont il regarde le comte, l'assurance qui brille dans ses yeux imposent à la société, qui se retire en silence, laissant monsieur de Tergennes seul avec le garde. Monsieur le comte, dit Jacques après s'être assuré qu'ils sont seuls, si je vous avais reconnu hier en vous parlant de la pauvre Génie et de son séducteur, j'aurais pu vous en dire bien plus. Vous êtes ce Frédéric que Génie adorait. Oui, Jacques, et je mérite tous les reproches que vous m'avez adressés hier sans me reconnaître, j'abandonnai celle que j'avais séduite, ma conduite fut affreuse. Ah! Vous fûtes plus coupable encore que vous ne pensiez point. Que voulez-vous dire, vous aviez cru ne délaisser qu'une jeune fille séduite. Vous abandonniez une mère et son enfant. Grand Dieu! Que dites-vous, Jacques, que peu de temps après votre disparition, l'infortunée Génie s'aperçut qu'elle était enceinte, qu'à force de précaution elle cacha sa faute à son père, qu'elle mit au monde une fille, qui fut nourrie chez une de mes sœurs, à Samoncet, qu'ensuite, forcée par son père de se marier, elle prit chez elle et éleva la petite Madeleine. Ah! Jacques, il se pourrait, tenez, monsieur le comte, lisez cette lettre de feu madame de Bréville, elle me la donna, en mourant, pour vous la remettre si jamais le destin me faisait vous retrouver. Le comte prend la lettre, et lit en respirant à peine. Madeleine est ma fille et la vôtre, Frédéric, si quelque jour Jacques vous retrouve et vous remet cet écrit, ayez pour mon enfant plus de pitié que vous n'en avez eu pour sa mère. Génie. Le comte couvre la lettre de ses larmes en balbutiant, pauvre Génie.
J'étais père, et je me croyais seul au monde. Et c'est Madeleine? Ah! Quelque chose me parlait en secret pour elle. Je veux la voir, je veux. Le comte a fait quelques pas, il s'arrête comme frappé d'un souvenir pénible, il porte la main à son front, hésite un moment, puis se dirige vers la porte en s'écriant « N'importe. C'est ma fille ». Jacques, qui a examiné attentivement Monsieur de Tergennes, court à lui, et l'arrête. « Pardonnez-moi, monsieur le comte, si je vous questionne, mais après avoir, pendant 18 ans, veillé sur votre fille, je crois en avoir le droit. Quelles sont vos intentions relativement à Madeleine, de la reconnaître publiquement, de la nommer ma fille? » Ah! C'est bien cela, dit Jacques, en prenant la main du comte, et cela efface vos torts d'autrefois. Mais je ne veux pas que votre bonheur soit troublé par les indignes soupçons qu'on a conçus. J'ai lu dans vos yeux, le souvenir de l'action que l'on a osé imputer à Madeleine vous a fait mal, ah? Je ne la crois pas coupable, non, sans doute, elle ne l'est pas, mais il ne suffit pas que nous en soyons persuadés tous deux, il faut que l'innocence de Madeleine soit prouvée à tout le monde, alors seulement vous la nommerez votre fille. Je vous en supplie, monsieur le comte, attendez quelques heures, peut-être quelques jours encore. J'espère trouver votre voleur, comment, oh? Je n'ai pas le temps de m'expliquer, je ne veux pas perdre une minute, je repars. De grâce, attendez mon retour, je n'ai pas besoin de dire que je vais me hâter, il s'agit du bonheur, de l'honneur de Madeleine, ah! Morgan. Cette pensée doublera mes forces. Jacques n'en dit pas davantage, il n'écoute plus le comte, il sort du salon, passe comme un éclair à travers toutes les personnes qui sont dans l'autre pièce, ne regarde pas même Madeleine et s'éloigne encore plus rapidement qu'il n'est venu. Chacun se regarde avec surprise. Madeleine est inquiète, affligée de la brusque sortie de son ami. Qu'est-ce que cela veut dire, demande Dufour. Rien de bon, répond monsieur de Noiremont, ce Jacques s'enfuit sans même parler à sa protégée, on finira par convenir que j'avais raison. Le comte paraît à l'entrée du salon. L'émotion qui l'agite, les larmes qui brillent dans ses yeux quand il s'approche de Madeleine, la manière singulière dont il l'examine, fortifie encore les soupçons de monsieur de Noiremont. Monsieur de Tergennes va s'asseoir près de la jeune fille, il prend une de ses mains qu'il garde dans les siennes. Madeleine est émue, attendrie. Chacun attend que le comte parle, mais il garde le silence et ne semble plus s'occuper du reste de la société, il est tout à ses souvenirs, à ses pensées. Le temps s'écoule. Monsieur de Noiremont s'approche d'Armand, qui se tient toujours à l'écart, et il lui dit tout bas, le comte voudrait, en témoignant de l'indulgence à Madeleine, l'amener à avouer sa faute, il n'y parviendra pas. Cette petite a une ténacité extraordinaire, il faut mettre fin à tout ceci. Si monsieur de Tergennes est trop faible pour punir, je ne dois pas l'être, moi, je vais me rendre à Laon pour avertir l'autorité. Ah! Qu'allez-vous faire, monsieur? Répond Armand d'une voix sombre. Mon devoir. Et bien. Laissez-moi me rendre à Laon à votre place, vous, Armand. Non, vous êtes indisposé. Je me sens plus de force maintenant, et c'est à moi de terminer cette affaire, puisque vous le voulez, j'y consens, mais partez sur le champ. Oui, oui, monsieur, tout sera bientôt éclairci. Armand se lève, il jette un regard sur Madeleine, un autre sur sa sœur, puis sort brusquement. Quelques instants s'écoulent, le comte, qui tient toujours la main de Madeleine, s'aperçoit enfin de la tristesse qui règne autour de lui, de l'inquiétude qui se peint dans les regards de sa nièce, d'Ernestine et de Victor. Il sourit alors en disant « Eh ? Mon Dieu ! Quel sombre nuage est venu rembrunir tous les fronts. Je puis vous assurer cependant que Jacques ne m'a pas donné de mauvaises nouvelles, bien au contraire.
Vous, ma chère Madeleine, ne soyez plus effrayée, encore quelques heures, et vous verrez que, loin d'être votre juge, je suis votre meilleur ami. Monsieur le comte aurait-il des preuves de l'innocence de mademoiselle, dit monsieur de Noailles-Raymond, alors il aurait dû nous tranquilliser, nous les communiquer, je n'aurais pas envoyé mon beau-frère à Laon, et pourquoi l'avez-vous envoyé à Laon, monsieur? Comme monsieur le comte se taisait, j'ai cru devoir prévenir la justice. Le comte se lève et entoure Madeleine de ses bras, en s'écriant, quoi? Monsieur, vous avez osé accuser Madeleine, vous voulez qu'on l'arrache de mes bras. Ah! Courez, monsieur, courez sur les traces de votre beau-frère, empêchez qu'il ne parle, il y va de mon honneur, de ma vie. Mais, monsieur le comte, eh bien, je saurai moi-même le rejoindre. Et je vais? Le comte fait quelques pas pour sortir, un bruit soudain l'arrête, c'est la détonation d'une arme à feu. Chacun se regarde avec inquiétude. Cela semblait partir de la chambre de monsieur Armand, dit Dufour. Serait-il arrivé quelque chose à mon frère? Courons, dit le comte. Grâce au ciel, il n'est peut-être pas encore parti. Le comte, monsieur de Noailles-Raymond, Victor et Dufour se dirigent du côté de l'appartement du jeune de Bréville, Ernestine les suit. L'odeur de la poudre, qui augmente lorsqu'ils approchent de la chambre du jeune homme leur annonce que c'est bien de là qu'est venu le bruit qu'ils ont entendu. Le comte entre le premier, mais il recule bientôt en poussant un cri d'horreur, et arrête Ernestine en la retenant dans ses bras. Un spectacle terrible a frappé ses yeux, Armand s'est brûlé la cervelle, il est étendu sans vie dans sa chambre, à côté de lui est un billet tout ouvert. Victor s'en empare et lit, je dois mourir, je m'étais déshonoré. C'est moi et Saint-Elmé qui avons volé les 80 000 francs. Le misérable qui m'a entraîné au dernier des crimes a sur lui la somme. Faites courir sur ses traces, il doit m'attendre dans le petit village de Montaigu. Adieu, pardonnez-moi point. Ernestine a perdu connaissance, monsieur de Noailles-Raymond se cache la figure dans ses mains, mais Victor ne songe qu'à Madeleine. Maintenant, dit-il, on ne peut plus l'accuser. Et en apercevant la jeune fille, il court à elle, la presse dans ses bras et l'embrasse tendrement. Madeleine ne sort des bras de Victor que pour passer dans ceux du comte, qui s'écrie « Je puis donc enfin te nommer ma fille. » Votre fille? Dit Madeleine en regardant le comte avec anxiété. Oui, tu es ma fille, dont jusqu'à ce jour j'ignorais l'existence, tu es le fruit de mes plus tendres amours. Jacques seul connaissait ce secret. Pauvre enfant! Et pendant longtemps tu as langui dans la misère, tu as en vain demandé le nom de tes parents. Ah! Viens, viens sur mon cœur. Par mes caresses, mon amour, je ne pourrai jamais assez te dédommager de 18 années d'abandon. Le comte serre de nouveau sa fille dans ses bras. Emma partage la joie de son oncle, elle embrasse tendrement la jeune fille en lui disant « Je vous aimerai comme une sœur ». Madeleine n'ose croire à son bonheur, mais au milieu de l'ivresse qui remplit son âme, elle n'est point indifférente à la mort d'Armand, et elle se dégage des bras du comte en lui disant « Permettez-moi d'aller essuyer les larmes de sa surpoint ». Par respect pour la douleur de Madame de Noailles-Raymond, Monsieur de Tergennes modère les transports de sa joie. Il essaie de consoler Monsieur de Noailles-Raymond, il lui jure le plus grand secret sur l'événement qui vient de se passer, et il ne veut pas même faire poursuivre Saint-Elmé, dans la crainte que l'arrestation de cet homme n'amène la découverte de la complicité d'Armand, mais Monsieur de Noailles-Raymond, quoique vivement affecté de la honte qui peut rejaillir sur la famille de sa femme, est sourd aux sollicitations du comte, il veut arrêter le coupable, afin que Monsieur de Tergennes recouvre la somme qu'on lui a dérobée, il se dispose à courir sur les traces de Saint-Elmé. Victor lui offre de l'accompagner, il accepte, tous deux se mettent en route, malgré les prières du comte.
En apprenant que Madeleine est fille du comte de Tergène, Ernestine éprouve quelque soulagement à la douleur que lui cause la fin de son frère. Désormais tu seras heureuse, lui dit-elle, ton père mettra son bonheur à exaucer tes moindres désirs. Chère Madeleine, cette idée adoucira un peu la peine que j'éprouverai en te quittant. Et pourquoi me quitter, ma bonne amie? Mon père m'a déjà dit que cette maison m'appartenait, qu'il me la donnait entièrement. Eh bien, vous qui êtes né en ces lieux, ne les quittez plus, restez toujours près de moi. Ah! C'est alors que j'y serai tout accent grave fait heureuse. Non, Madeleine, monsieur de Noiremont ne voudra pas rester ici, et je dois le suivre. Je veux par ma conduite à venir tâcher de réparer ma faute. Il n'y a plus de bonheur, de plaisir pour moi dans le monde. Je dois surtout fuir à jamais la présence de celui qui m'a rendu coupable, il m'a déjà oublié, lui, mais moi, ah! Madeleine. Le ciel nous laisse notre amour avec nos remords, c'est sans doute pour nous punir davantage. 2 jours s'écoulent sans qu'on revoie monsieur de Noiremont et Victor. Ils ont passé vite pour le comte, qui ne quitte plus sa fille. Emma, loin d'être jalouse de la tendresse que son oncle témoigne à Madeleine, éprouve pour celle-ci l'amitié d'une sûre. Et depuis que Dufour sait que la petite est fille de monsieur de Tergène, il se serre les poings en disant « Si j'avais deviné cela, comme je lui aurais fait la cour, je l'aurais peinte en Diane. » Le soir du second jour, monsieur de Noiremont et Victor reviennent à Bréville. Ils sont accablés de fatigue et n'ont pu trouver Saint-Elmet. Monsieur de Noiremont est désolé, et veut se remettre en course le lendemain matin, mais au point du jour, les habitants de Bréville sont éveillés par Jacques, qui entre dans la cour en criant à tue-tête, « Je savais bien que c'était le voleur. Oh! Je me connais en physionomie, moi. » On entoure le garde, qui commence par tirer de sa poche des billets de banque, qu'il remet au comte, en disant « Toute votre somme y est, le coquin n'avait pas encore eu le temps d'y toucher, je l'avais rencontré dans le bois la veille du volume. Sa figure m'avait frappé, le lendemain, je l'aperçus sortant de derrière des taillis, je l'abordai en lui disant « C'est bien monsieur de Saint-Elmet. » Il se sauva sans me répondre. Tout cela me parut louche, et en apprenant que vous veniez d'être volé, je ne doutai plus que ce beau monsieur ne fût pour quelque chose là-dedans. J'ai couru sur ses traces, je l'ai attrapé enfin, mais ce n'est qu'hier, il avait un cheval alors, et dame il allait vite, j'aurais bien pu ne pas le rejoindre. Cependant je courais toujours en lui criant d'arrêter, mes cris lui firent tourner la tête, en m'apercevant il voulut galoper encore plus vite, il y avait des arbres coupés qui barraient son chemin. Il voulut les sauter, il piquait son cheval, celui-ci s'emporta, partit comme le vent. Mais, patatras! Je vois bientôt le cheval libre, et le cavalier couché sur le chemin, je cours à lui. Sa tête avait porté sur un tronc d'arbre, elle était fracassée. Cependant en me voyant il eut encore la force de fouiller à sa poche et de me donner les billets de banque, en me disant « Tenez voilà ce que vous cherchez, rendez cela au comte de Tergène. » Il ne put en dire plus, on l'emporta chez un fermier, où il mourut en n'arrivant point. La mort de Saint-Elmet n'afflige personne. Jacques voit que le comte a déjà reconnu sa fille, et il embrasse Madeleine en lui disant « Vous voilà un père. Vous voilà heureuse. À cette heure ma tâche est finie, mais c'est égal, je vous aimerai comme auparavant. » Monsieur de Noiremont n'attendait pour quitter Bréville que la fin de cette affaire. Il fait sur-le-champ ses dispositions et annonce au comte son départ, celui-ci essaie en vain de le retenir encore. Non, monsieur le comte, nous ne pouvons rester davantage, dit monsieur de Noiremont, en ce moment, ce séjour ne saurait que nous être pénible, à ma femme et à moi, plus tard j'espère y revenir.
Non, dit tout bas Ernestine à Victor, ces lieux furent témoins du crime du frère. Et de la faute de la sœur. Nous n'y reviendrons jamais point. Monsieur et Madame de Noailles-Raymond ont quitté Bréville. Victor et Dufour annoncent leur prochain départ. Mais Madeleine a remarqué la tristesse du jeune homme et le chagrin d'Emma, elle trouve l'occasion d'être un instant seule avec Victor. Pourquoi partez-vous? Lui dit-elle. Ah! Madeleine, que ferais-je encore ici? J'ai trop à me repentir d'y être venue. J'ai coûté des larmes à Ernestine, je ne dois pas chercher à en faire répandre encore, mais vous aimez Emma, oh! Oui, je l'adore, et c'est pour cela que je pars, car je ne dois pas espérer que le comte veuille me donner sa nièce, je lui ai entendu parler d'engagement. De projets d'union déjà formés. Adieu, Madeleine. Je dois partir. Attendez encore. Madeleine va trouver son père et lui dit, vous m'avez promis que vous ne me refuseriez rien. Moi je n'ai qu'une grâce à vous demander. Ce sera la seule, la dernière. Que désires-tu, ma fille? Que vous unissiez Emma à Victor, ils s'aiment tous les deux, et vous ferez leur bonheur. Le comte réfléchit un moment, puis il embrasse Madeleine, en lui disant, j'avais d'autres projets, mais tu le désires, je n'ai rien à te refuser. Madeleine court annoncer à Victor et à Emma cette nouvelle. Les deux amants la pressant dans leurs bras. Dufour s'essuie les yeux en disant, j'avais vraiment tort de me méfier de cette petite. Vous voulez donc que je vous doive tout, dit Victor à Madeleine. Oui, je veux vous forcer à avoir toujours de l'amitié pour moi. Le comte ne tarde pas à venir lui-même confirmer la nouvelle apportée par sa fille. Emma et Victor sont au comble de la joie, leur union est arrêtée pour le printemps prochain. En attendant, Victor ira voir son père, qu'il ramènera à Bréville, et Dufour retournera à Paris chercher ses pantalons. Madeleine semble heureuse du bonheur de ceux qui l'entourent, cependant quelquefois un soupir lui échappe, alors le comte lui dit, mais toi, ma fille, ne formes-tu aucun vœu? Ne désires-tu rien encore? Non, mon père, répond Madeleine en souriant, car j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rendre heureux ce que j'aime. Fin du 4e et dernier volume. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg ebook Madeleine astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works. A by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Work. You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. License when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.
Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraphe 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation,
the trademark owned, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Madeleine, table. Madeleine. Tome 1er. Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre V. Madeleine. Tome 2e. Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre V. Chapitre 6. Madeleine. Tome 3e. Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre V. Chapitre 6. Chapitre 7. Madeleine. Tome 4e. Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre V. Chapitre 6 et dernier. The Full Project Gutenberg Licence.